Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle actu du geek qui aura également un petit air de JVD top, je vous dis tout ou presque. Alors oui, le titre en a fait bondir certains je pense, mais ne vous affolez pas, ne mettez pas un pouce rouge tout de suite, regardez la vidéo jusqu'au bout, comme d'habitude, si vous me connaissez, je vais expliquer techniquement pourquoi, car oui, il y a un côté marketing RDNA 2, marketing technique, qui a été affiché pour les consoles Xbox Series X, S et PS5 en disant que c'est du RDNA 2. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas du full RDNA 2 et je vais expliquer pourquoi dans cette vidéo. Je vais également parler de Back 4 Blood, j'ai essayé ce jeu, et ben c'est pas si mal que ça, donc je vais en dire deux mots. Et je vais parler rapidement aussi des SSD, vous savez les SSD internes, externes qu'on met dans la PS5, et bien il y a eu des essais de fait pour montrer qu'effectivement, le radiateur n'était peut-être pas utile, mais je vous conseillerais quand même de mettre un radiateur. A tout de suite. Alors je vais commencer comme d'habitude pour la chaîne, bah écoutez, abonnez-vous, regardez si vous êtes encore abonné pour ceux qui sont abonnés, puisque toujours pareil, si vous avez été désabonné, c'est possible par YouTube, sans que vous le sachiez, regardez le graphe. Lorsque j'avais fait dans 3 vidéos un peu la publicité, la promotion de ma chaîne, j'ai gagné plus de 400 abonnés en une semaine et depuis, bah vous voyez que je gagne moins de 100 abonnés par semaine puisqu'en 15 jours j'ai gagné à peu près 150 abonnés puisque j'ai arrêté de faire cette promotion. Donc abonnez-vous si vous aimez la vulgarisation de texte sur les consoles, les PC, sur le monde un peu tech, également bien entendu sur tout ce qui est fondeur, tout ce qui est fabrication process, et puis également je parle de jeux divers et variés. Et puis pour ceux qui sont déjà abonnés, déjà je les remercie, et regardez si vous êtes encore abonnés. Alors on va commencer tout de suite par la PS5, son SSD, vous savez le SSD qu'on peut rajouter en interne. Alors déjà il y a un Samsung 980 Pro qui a été fabriqué avec un radiateur sur mesure, qui est vendu actuellement par Samsung, qui est un peu cher, hein, parce qu'un teraoctet, 250 $ pour l'instant, on verra les prix en euros, mais 250 $, je trouve ça cher, il y a des modèles qui sont moins chers, d'autant plus qu'on a vu qu'on n'était pas obligé d'avoir du 7000 mégaoctets secondes pour faire marcher parfaitement les jeux actuels avec un SSD rajouté. On a vu qu'effectivement, même un 3300 mégaoctets secondes suffisait. Alors attention, les jeux qui seront plus gourmands dans le futur en termes de transfert, eh bien ce type de SSD pourrait être juste. Mais ça veut dire qu'actuellement, effectivement, 7000 mégaoctets secondes, c'est très bien, mais c'est un peu cher pour le prix et on peut trouver mieux à moins cher. Mais le plus intéressant, c'est l'essai qu'a fait Tom's Hardware. Tom's Hardware, aux États-Unis, ils ont fait des essais avec trappe ouverte, trappe fermée et deux types de SSD, sans et avec radiateur. Donc les 4 configurations possibles. Donc il y a un SN850 Western Digital et bien entendu le 980 Pro Samsung que je viens de citer. Quel est le résultat? Premièrement, trappe ouverte, trappe fermée, sans radiateur, avec radiateur, les débits en termes de lecture-écriture sont les mêmes. Il n'y a pas d'impact, la température n'a pas d'impact sur les débits. C'est important de le préciser. Deuxièmement, on va de 56 degrés lorsqu'on est trappe ouverte et avec un radiateur de 5 ou 10 mm, ils ont fait des essais, hein, jusqu'à 71 degrés lorsqu'on est en trappe fermée sans radiateur. Et ça, c'est la partie contrôleur. C'est la partie contrôleur des SSD qui chauffe le plus. La mémoire, elle, va jusqu'à 61 degrés au maximum. Donc finalement, rien de catastrophique. Effectivement, on peut aller bien plus haut en température. Alors bien plus haut, faut pas exagérer, mais on peut aller plus haut en température sans théorique risque. Mais attention, comme j'ai déjà expliqué, plus la température sera élevée en fonctionnement de votre APU, de votre GPU, de vos mémoires, de votre SSD, plus il vieillira rapidement. Il vaut mieux un bon refroidissement, ça permet une longévité accrue. Donc oui, il faut un radiateur, je vous le conseille, trappe fermée si vous voulez, parce qu'il n'y a pas de grand changement entre trappe ouverte et trappe fermée, mais avec un radiateur pour le refroidissement. Alors j'ai essayé Back 4 Blood, oui j'ai essayé, j'ai fait plusieurs parties, dont une partie avec d'autres joueurs. Alors c'était marrant parce que ces joueurs ne m'attendaient pas. Ils avaient fait une partie privée, ils étaient 3, je suis tombé dedans. Moi je suis resté quelques minutes, j'ai pas voulu les ennuyer, mais j'ai testé avec eux comme ça pour voir. Mais ils ne m'attendaient pas du tout parce qu'ils pensaient être en privé. Il y a peut-être un petit bug côté Turtle Rock Studio. Et oui, le studio qui a créé ce jeu. Et ma foi, ce jeu Back 4 Blood, il est pas si mal que ça. Vous savez, il est hérité de Left 4 Dead, et visiblement, c'est un bel héritage d'après ce que disent les critiques. Et effectivement, moi, quand j'ai joué à ce jeu, j'ai pris du plaisir. Et d'ailleurs, on peut le comparer en termes de cops à Outriders. Outriders, c'est de la coop à 3. Rappelez-vous, on peut le comparer à Dark Alliance. Et oui, Dark Alliance, il y a également de la coop. J'ai fait ces deux jeux jusqu'au bout en mode solo, entre parenthèses. Et à Jurassic World Evolution, vous savez, le monde des dinosaures, j'avais joué avec un copain plusieurs parties.
Eh bien, par rapport à ces 4 jeux, je dirais que c'est peut-être le meilleur jeu, même si j'ai bien aimé Outriders, le côté, vous savez, pouvoirs spéciaux, hein, pouvoir brûler les ennemis à distance, c'était assez marrant. Là, il n'y a pas de pouvoirs spéciaux, hein. C'est un classique FPS armé contre les zombies. Par contre, ce qui est bien dans ce jeu, c'est plusieurs choses. Premièrement, très dynamique, vivace, avec des hordes de zombies juste énormes. Il y a beaucoup de zombies à l'écran, ça arrive de partout. Deuxièmement, une IA pas très évoluée, il ne faut pas exagérer, mais quand même, ils vont vous contourner, il y en a qui vont apparaître dessous les voitures, qui vont être cachés, qui vont arriver de dos, de droite, de gauche. Bref, il y a quand même une certaine cohérence dans tout ça, donc c'est pas si mal que ça. Troisièmement, effectivement, les décors sont variés. Il y a également des cinématiques qui sont sympathiques, qui sont bien plus belles, entre parenthèses, que dans Outriders. Donc bref, c'est un ensemble qui est plutôt cohérent et plutôt bien fini, j'ai trouvé. Les déplacements sont rapides, c'est nerveux en termes de gameplay. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'ai bien apprécié les parties que j'ai faites. Il y a un mode solo, une vraie aventure en solo. Alors une vraie aventure, faut pas exagérer, hein. Ça tient sur une feuille de papier le script, mais quand même, il y a une aventure, vous allez progresser dans différents lieux. Ce qui est bien aussi, c'est que vous possédez des attributs, des améliorations sous forme de cartes, plein de cartes différentes. Vous devez choisir à chaque mission lesquelles vous allez prendre en fonction de la mission que vous avez et des objectifs qui sont à chaque fois différents et qui sont tirés aléatoirement. Ça veut dire que vous pouvez avoir la même carte, par exemple si vous jouez 2 fois la partie, avec des objectifs différents, ce qui renouvelle un petit peu le jeu. Donc rien de révolutionnaire, en termes techniques c'est plutôt bien fait, mais là aussi rien de révolutionnaire, hein, ça ne va pas caquer les rétines, mais c'est plutôt bien fait, je vous répète. Donc ma foi, si vous aimez les jeux coop, profitez-en, je pense que vous pourrez passer de bons moments entre amis. Et attaquons maintenant le principal sujet. Et oui, la Xbox Series X, S et la PS5 sont-elles full RDNA 2, complète RDNA 2, telle que l'a définit AMD? Non pas dans une annonce marketing que vous voyez là, parce qu'effectivement là, la Xbox Series X et S, également la PS5, respectent effectivement ces critères-là. Oui, le ray tracing il y a, oui, le variable rate shading il y a, même si sur la PS5 c'est un petit peu différent, il y a aussi. Bien entendu, l'amélioration en termes de, vous savez, consommation pour avoir plus de puissance à consommation égale entre le RDNA et le RDNA 2, l'optimisation il y a, l'optimisation des clocks aussi, des horloges, des cycles d'horloge perdus il y a bien entendu, donc tout ça il y a. Donc vous allez me dire, bah alors quel est le problème? Eh bien ça c'est une publication, on va dire, marketing technique, c'est-à-dire grosso modo, on présente quelques lignes, est-ce que c'est RDNA 2 ou pas? Oui, c'est RDNA 2, mais attention, le RDNA 2 va plus loin. Si on regarde par contre ici, on voit que c'est beaucoup plus intéressant car plus détaillé. On va gagner, en théorie, ça c'est AMD qui le dit, 54% entre le RDNA et le RDNA 2, à consommation égale, on a 54% de puissance en plus. Alors affolez-vous pas, hein, parce que ça, c'est du marketing, hein. C'est au maximum, bien entendu, ce ne sera pas dans tous les cas, dans toutes les situations, mais au mieux, au maximum, on pourrait gagner jusqu'à 54% d'efficacité en plus à consommation égale. Et comment ils ont fait ça? Il y a 16% qui sont sur la clock, c'est-à-dire la fréquence à consommation égale. On peut gagner 16% avec une augmentation de la fréquence. On le sait très bien entendu, plus on augmente la fréquence sur les GPU, plus on va gagner en efficacité bien entendu sur le compute unique, mais aussi sur tout ce qui est pixel rendering, vous savez, la partie ROPS comme on appelle, les render operating pixel, sur aussi le TMUS, c'est-à-dire les texture mapping unit, sur aussi les shadow computers. Tout ça, on va gagner si on augmente la fréquence, bien entendu, du GPU en général. Le boost, comme on appelle, sur les GPU AMD, mais aussi sur les GPU NVIDIA. Ils ont gagné également 17% en termes de rapport consommation-puissance dégagée. Grâce au design, et oui, à l'amélioration du design, diminution des pipelines, les bus de transfert, amélioration de tout ce qui est structure design, de façon à avoir moins de latence entre chaque transistor, rapprocher les blocs qui communiquent le plus entre eux, etc., etc., de façon, bien entendu, à avoir beaucoup moins de latence dans le circuit, c'est-à-dire à perdre moins de cycles d'horloge pour aller chercher une information ou pour la transmettre. Et les 21% qui restent, eh bien les 21% qui restent, c'est sur la latence elle-même, également sur la clock, c'est-à-dire moins de coups de clock comme je vous ai expliqué, mais grâce à un élément primordial, et oui, l'Infinity Cache, le L3 Infinity Cache, et c'est là justement qu'on va discuter sur les consoles, car pour moi, les consoles ne possèdent pas de Infinity Cache, ni PS5, ni Xbox Series X et S, et je vais dire pourquoi. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est le Infinity Cache? Eh bien, le Infinity Cache, c'est une grosse mémoire cache qui est au plus près du GPU, qui est au plus près aussi des ROPS, Render Operating Pixel, TMU, Texture Mapping Unit, les Shadow Computers aussi, bref, l'ensemble de ce qui compose le GPU, on va avoir cette mémoire qui va être au plus proche. Alors, il y avait déjà du L1 et du L2 cache, rappelez-vous, avec le RDNA classique, eh bien ils ont rajouté cette L3 cache qui est juste énorme et vous allez comprendre pourquoi elle est très grosse. Par exemple pour la RX 6800 XT, 128 mégaoctets. Pourquoi?
Eh bien, on va imaginer ça d'une façon simple. Imaginez que vous êtes le compute unit, qu'il y a plein de compute units dans un immeuble, des personnes. Actuellement, avec le RDNA, mais aussi sur les RX 3000 et sur les consoles, d'ailleurs PS5, Xbox Series X et S, mais ça on en parlera après. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Ces personnes, eh bien, quand elles vont devoir faire des courses, si elles sont en campagne par exemple, elles vont aller à l'hypermarché qui est à 5 km de distance. Donc, elles vont aller chercher beaucoup d'informations, beaucoup bien entendu de produits, et elles vont les ramener chez elles. Oui, mais problème, le lendemain, il manque du pain, il manque par exemple du fromage, il manque du beurre, je ne sais quoi. Eh bien, pour un article ou deux articles, elles sont obligées de reprendre la voiture, de faire 5 km jusqu'à l'hypermarché et de revenir. C'est actuellement ce qu'on a sur la RDNA classique et ce qu'on a sur les RX 3000 par exemple, c'est-à-dire communication entre le GPU et la GDDR6, la mémoire, qui est à l'extérieur. Ainsi, il va y avoir des échanges comme ça avec la mémoire extérieure, beaucoup d'échanges, des gros blocs bien entendu qui vont être transférés au départ, chargement du jeu, et chargement par exemple de maps, de textures, etc. Et ensuite, il va y avoir échange pour les petits calculs qui vont être faits en temps réel. Eh bien, le L3 Infinity Cache, qu'est-ce qu'il amène? Il amène qu'on a construit au pied de cet immeuble où il y a ces personnes qui vont à l'hypermarché régulièrement, on a construit une petite boutique, un petit supermarché. Si ces personnes ont besoin de pain, de fromage, de tomates, je ne sais quoi, eh bien, elles vont descendre, traverser la rue à pied, aller chercher l'article qui leur manque et revenir dans leur appartement. Gain de temps énorme par rapport au déplacement à l'hypermarché. Vous commencez donc à comprendre. Le L3 Infinity Cache permet ainsi de stocker en temps réel plein d'informations de calculs qui ont été faits précédemment, juste avant, par certains compute units, par les ROPS, par les TMU, comme je vous ai parlé, les texture mapping units, etc., etc. De stocker ces informations-là de façon à ce que si elles sont réutilisées immédiatement ou dans un temps très court, eh bien, on va aller les piocher dans la L3 Infinity Cache et non pas dans la GDDR6 qui est beaucoup plus éloignée. Mais ça nécessite un point important, ça nécessite une grosse quantité de L3 cache, c'est-à-dire par exemple les 128 mégaoctets pour la RX 6800 XT. Pourquoi? Parce qu'on va mettre plein d'informations dedans, mais une quantité non négligeable ne sera pas utilisée. Et oui, parce que certains calculs qui ont été faits ne seront plus nécessaires pour la suite. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'effectivement, ils disent, AMD, que 56% au mieux de la L3 Infinity Cache est utilisé. 56%, ça veut dire que 44% de ce qui est stocké dedans ne sera pas utilisé, sera vidé bien entendu en temps réel et remplacé par d'autres informations, mais que grosso modo, au maximum, 56% en temps réel sera utilisé de cette mémoire cache. Ça peut être 40% à certains moments, 30%, ça peut être 50%, ça varie dans le temps. Imaginez si on mettait 4 mégaoctets de L3 Infinity Cache, eh bien ça voudrait dire que probablement, très souvent, ce qu'il y aurait dans la L3 Infinity Cache ne serait pas utile, ne serait pas utilisé. Et oui, il n'y a pas assez de place pour tout stocker, donc le GPU mettrait certaines données dedans, mais serait obligé de mettre le reste dans la GDDR6 extérieure, et ce qu'il y aurait dans l'Infinity Cache ne serait peut-être pas utile pour les calculs suivants. Avec le L3 Infinity Cache, AMD estime qu'il gagne 34% de latence, c'est-à-dire grosso modo que si on communiquait avec l'extérieur, la GDDR6, eh bien ça nous prendrait 34% sur certaines opérations bien entendu, de temps en plus pour aller de la GDDR6 vers le GPU et inversement, alors que là grâce au L3 Infinity Cache, eh bien on met 34% de moins en temps de latence. Ce qui fait qu'au total on peut gagner les 21% qu'ils estiment principalement grâce au L3 Infinity Cache, parmi les 54% de gains entre RDNA et RDNA2 à consommation égale. Alors vous allez me dire, bah oui, mais pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de L3 Infinity Cache dans la Xbox Series X, S et la PS5? Déjà, dans la Xbox Series X et S, c'est clairement défini. Ils n'ont, dans tous les slides qu'ils ont présentés, pas mentionné une seule fois le L3 Infinity Cache. S'ils l'avaient mis, pensez bien qu'ils l'auraient dit. C'est important. Et la PS5, vous allez me dire, alors la PS5, ça reste flou, mais ceci dit, quand on aura le design, en termes de surface, il faut savoir que pour que ce soit efficace, je vous ai expliqué, il faut une grosse quantité de L3 Infinity Cache, sinon ça ne sert à rien. Mettre 4 mégaoctets de Infinity Cache ne servira à rien. Il faudrait au minimum 32 mégaoctets de Infinity Cache pour pouvoir stocker plein d'informations et qu'une partie de celle-ci, les 56% au maximum, soit utilisée. Et bien si vous regardez ce design, RX 6800 XT, alors c'est un schéma bien entendu, mais c'est à peu près respecté en taille, vous voyez que les 4 bandes qui composent l'Infinity Cache, 4 fois 32 mégaoctets, ça prend de la place. Or, quand on regarde le design de la PS5, de l'APU de la PS5, il n'y a rien de tel. D'ailleurs, si on compare les designs PS5, Xbox Series X, on voit qu'effectivement la puce est plus petite, 300 mm, je vous rappelle, contre 306 mm, contre 360 mm pour la Xbox Series X.
qu'on a à peu près d'ailleurs les mêmes éléments, plus de compute unit bien entendu dans l'Xbox Series X, et donc il n'y a pas de place, s'il n'y a pas d'Infinity Cache sur la Xbox Series X, il n'y en aura pas sur la PS5 car elle n'est pas visible. Donc pour moi, non, il n'y a pas d'Infinity Cache sur la PS5. Alors je sais qu'il y en a certains qui ont montré des documents plus ou moins techniques qui diraient qu'il y a de l'Infinity Cache. Je n'y crois pas, personnellement, je vous le répète, je peux avoir tort bien entendu, mais je pense que aussi bien pour la PS5 que la Xbox Series X et S, il n'y a donc pas d'Infinity Cache. Est-ce que c'est grave? Non, bien entendu. On va perdre au maximum, je dis bien au maximum 21% d'efficacité. Mais ce n'est pas 21% dans le temps réel, bien entendu, ce sera peut-être moins, ce sera peut-être 10 ou 12% par rapport à si on avait de l'Infinity Cache. Car tout le reste du RDNA 2 a été implémenté dans la PS5 et dans la Xbox Series X, en particulier les améliorations process. Pour d'ailleurs la fréquence, on le voit très bien sur la PS5, on va très haut en fréquence, mais également bien entendu sur la Xbox Series X, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 52 compute units à activer, en termes de fréquence, c'est juste énorme. Donc tout ça fait que oui, on a le RDNA 2 aussi bien dans la PS5 que la Xbox Series X, optimisation de design, et j'en passe, optimisation d'horloge, comme je vous ai expliqué, parallélisation des tâches, en un seul coup de clock, on va adresser plusieurs compute units, les ROPS, les TMU, les shadow computers et tout ça, on va paralléliser tout ça de façon à sortir en un seul coup de horloge plus d'informations. Et finalement pour les futures consoles, n'est-ce pas un axe d'amélioration? Bien entendu que oui. Surtout avec le RDNA 3 qui va arriver, on peut imaginer potentiellement, attention, ce n'est pas encore fait, une PS5 Pro et une Xbox Series X Pro ou une Xbox Series S Pro, à voir ce que va faire Microsoft, mais qui inclurait bien entendu l'Infinity Cache. Et oui, on ajouterait de l'Infinity Cache, ce qui permettrait encore une accélération et un gain supplémentaire par rapport à l'actuel RDNA 2 qui est implémenté sur la PS5 et Xbox Series X et S. Donc on verra tout ça dans l'avenir. N'hésitez pas à commenter, à me donner des détails techniques si vous en avez des supplémentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.